Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors, ce samedi 13 juillet, nous avons eu l'occasion d'avoir notre 4e édition de ce que nous avons appelé les rencontres entre elles. Ce sont des rendez-vous trimestriels que nous organisons à Bruxelles avec des femmes. Donc, nous avons un temps où nous discutons, où nous débattons, nous essayons de nous informer les unes les autres par rapport à des thèmes que nous développons. Et ce samedi particulièrement, les thèmes que nous avons abordés à cette 4e édition des rencontres entre elles, c'est connaître son identité et avoir l'estime de soi. Comment savoir qui je suis et accepter qui je suis, et également qu'est-ce qui peut m'aider à avoir ou récupérer de l'estime de moi-même. Alors, mon invité aujourd'hui dans l'émission De vous à moi, c'est Monique Ntinou. Vous allez vous rendre compte que c'est une femme qui a un énorme bagage, et donc avec elle au cours de cette émission, nous allons essayer de voir eh bien, comment se connaître soi-même, s'accepter soi-même et avoir l'estime de soi-même. Et on va voir également dans son grand parcours, son long parcours, dans son expérience, qu'est-ce qui l'a aidé à pouvoir répondre à ces questions. Bonjour Monique, comment allez-vous? Ça va très bien Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous venez de la France, donc vous avez fait le déplacement donc, pour assister à la 4e rencontre entre elles. Et vous avez accepté également de pouvoir contribuer à cette émission parce que avec tout ce que vous avez vécu et que vous connaissez, je pense que vous allez beaucoup nous enrichir aujourd'hui. En tout cas, je l'espère bien. Je l'espère bien. C'est avec plaisir que j'ai pris part à cette rencontre. Merci beaucoup. Alors, Monique Ntinou, présentée par elle-même, ça donne quoi, s'il vous plaît? Alors, ça donne quoi? Monique Ntinou, de mon nom, hein, sur mon identité, justement. Je suis née un 4 mai 1952 à Brazzaville et je suis l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Dans ma vie de femme, j'ai été épouse, je suis mère de 6 filles et je suis grand-mère de 24 petits-enfants. Wow. Et arrière-grand-mère de 2 petits-enfants. Wow. Voilà. Wow. Donc, alors, c'est magnifique. Alors, vous avez en tout cas un parcours hors du commun. Ça, on va le voir avec vous, et notamment dans la vie sociopolitique française. Oui. Donc, on va peut-être commencer par votre cursus, qui est quand même exceptionnel, qui est très important par rapport au thème qu'on va aborder, et votre parcours professionnel. Parlez-nous un peu de ce cursus et de ce parcours professionnel. Alors, au départ, dans mes rêves de jeune fille, je voulais faire un métier qui allait me mettre au devant du monde. Parce que je suis quelqu'un, dès le jeune âge, qui ne voulait pas vivre de manière anonyme. Donc j'imaginais plein de choses. Et comme j'étais fan de Françoise Hardy et de Sheila, je voulais faire de la musique. Donc j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare et tout. Mais bien entendu, à cette époque, pour une jeune fille, c'était très très mal vu. Et particulièrement ma mère était désespérée de voir que je voulais faire des choses qui n'étaient pas très correctes dans le temps. Alors, c'est le cours de la vie qui m'a emmenée en fait à me dessiner un chemin. Parce que à l'âge de 16 ans, ma mère est tombée malade, gravement malade, et étant l'aînée, j'étais donc en 3e donc au collège, et je devais passer mon BPC. Et en ce moment-là, je me suis dit, si je passe le BPC, je suis sûre que je le réussirai, je vais partir au lycée, et ensuite pour de longues études. Or, ma mère étant malade et ayant conscience qu'en tant qu'aînée de la famille, je devais prendre déjà mes responsabilités, j'ai décidé
en même temps que je préparais le brevet, de préparer des concours professionnels pour que je puisse rentrer dans une école professionnelle et avoir la possibilité d'avoir un emploi afin d'aider mon père à subvenir aux besoins de la famille. Là, vous avez 16 ans. J'ai 16 ans. Et vous avez dit que vous étiez 8, quoi. Donc, il y a 7 derrière vous. Voilà, il y a 7 derrière moi. Wow. Et sur les 7, il n'y a qu'un garçon qui est venu sur le tard. Il est vers la fin là-bas. Donc, c'est une famille de nanas, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Et donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'école nationale des infirmières d'État et un deuxième concours pour l'école normale des instituteurs. Donc, il y avait ces deux possibilités. J'ai passé les deux concours et je les ai réussis brillamment. Alors, à ce moment-là, excusez-moi, comment vous faites pour gérer le tout? Être la jeune fille de 16 ans, être celle qui s'occupe de ses petits frères et sœurs, de sa maman qui est malade, qui s'occupe aussi de son papa et en même temps étudier? C'était très difficile, mais il y avait en arrière-fond cette volonté de réussir et d'atteindre mon but. Donc j'avais déjà un sacré caractère en fait. J'avais déjà un sacré caractère parce que, pour la petite histoire, en 1965, il y a eu les premiers Jeux africains à Brazzaville. Donc moi, j'étais là, j'ai suivi tout ce qui s'est passé, tous les matchs de filles. C'est là où j'ai vu jouer pour la première fois des jeunes filles et du coup, j'ai eu envie moi aussi de faire du sport. Donc, je fais partie des premières jeunes femmes du Congo à pratiquer le sport féminin. Voilà. Donc, j'ai commencé par le basket parce que j'avais des longues jambes. Hein, j'étais très, très grande, fine. Et on me disait, ah ben, il y a de l'espoir au basket. Donc, j'ai commencé au basket. J'avais 13 ans. J'ai commencé au basket. Et ensuite, dans le club où j'étais, donc le club patronage, on a créé une équipe de handball. Et je me suis dit, bon, je vais m'essayer aussi au hand. Et curieusement, j'ai mieux réussi au hand qu'au basket, où tout le monde pensait que j'aurais des talents. Voilà. Alors, on a un problème par rapport à l'identité des jeunes aujourd'hui. On va revenir peut-être tout à l'heure. C'est une question de motivation. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas forcément motivés à entreprendre les choses, à faire les choses. Or, vous, à 16 ans, vous avez eu cette force et vous avez dit que c'est ça qui vous a aidé. C'est justement de prendre la décision et de le vouloir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui nous regarde et qui est complètement démotivé pour retrouver cette motivation, s'il vous plaît? Justement, on a constaté qu'actuellement, les jeunes ont d'autres points d'intérêt, je dirais. Et ils ont une vie qu'on ne peut pas comparer à celle que moi, personnellement, j'ai connue à cette époque-là. Je ne suis pas si vieille que ça. Aujourd'hui, j'ai 67 ans, mais avec un peu de recul, on voit bien qu'il y a des nouvelles technologies, il y a plein de choses qui arrivent là et auxquelles nous sommes obligés, nous autres, à nous adapter. Mais il y a quand même beaucoup de facilités. Et je me demande, pour ces jeunes-là, si ce ne sont pas ces facilités, justement, que leur offre la vie actuelle, qui font que la motivation, bon, elle se liquéfie un peu dans ceci ou cela, mais quand même, quelque part, il y a quand même des jeunes qui émergent par rapport à leur passion. Parce que maintenant, avec la musique actuelle, je vois qu'il y a de l'engouement, hein, il y a plein de jeunes qui percent grâce à la musique, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, vous pourriez leur dire pour les aider à les remotiver, par exemple, en 2 mots? Mais en fait, il faut qu'ils pensent à leur avenir. Il faut qu'ils prennent conscience que si aujourd'hui, ils ne bâtissent pas leur avenir, ils ne pensent pas à poser les jalons pour leur avenir, ce n'est pas demain qu'ils le feront. Et demain sera un autre jour. Et demain, il y aura d'autres réalités qui feront que s'ils ne sont pas armés au jour d'aujourd'hui, demain, ils le seront encore moins. Et ils ne pourront pas affronter. Ils ne pourront pas affronter parce qu'il faut s'armer. La vie, c'est un combat. C'est un combat. Donc, il faut se forger des armes pour affronter justement ce combat de la vie.
Hein? Magnifique. Voilà. Alors, donc on continue dans le parcours. En tout cas, merci pour cet encouragement pour nos jeunes. Voilà. Affronter la vie et se battre. Alors, donc on continue dans le parcours. Donc vous faites le sport, vous avez vos brevets. Voilà. Et puis on continue. Et voilà, j'ai mon brevet, je suis admise à mes 2 concours. Et parce qu'en fait, j'avais choisi ces 2 voies parce que ce sont des professions qui me mettaient en fait, qui pouvaient me mettre au contact des personnes, hein, apporter mon aide à ces personnes-là. Parce que bon, je partais déjà de ma vie personnelle, de la vie familiale, dans le cocon familial dans lequel je baignais, et quelque part, ça a développé cette volonté de me mettre au service de l'autre. Alors, pour avoir la volonté de se mettre au service de l'autre, ça veut dire qu'on sait qui on est. Alors là, on est en plein dans le vif du sujet. Ah oui. À 16 ans, comment est-ce que vous savez qui vous êtes, vous apprenez à connaître votre identité et vous assumez cette identité-là? Alors voilà, ça c'est vraiment le nœud même de notre discussion. À 16 ans, je pense que sur le papier, j'avais 16 ans. Mais en réalité, j'étais plus mûr que ça. Je me sentais mature. Et d'ailleurs, tout mon entourage constatait et disait souvent à mes parents, il faut vraiment avoir l'œil sur cette fille-là parce que c'est quelqu'un qui va faire des grandes choses. Moi, j'entendais des bribes, hein, parce que bon, quand les adultes, à l'époque, les adultes parlaient, il ne fallait pas que les enfants soient là. D'ailleurs, on nous éloignait. Mais j'entendais des bribes, donc des amis de mon père, des amis de ma mère, qui disaient, ouh là là, il faut vraiment prendre soin de cette fille-là parce que elle a du potentiel, elle a quelque chose. Le don de Dieu. Je pense que oui, je suis bénie. Je suis bénie de Dieu parce que déjà être première née d'une famille nombreuse, avoir déjà, dès le jeune âge, avoir cultivé cette volonté de faire des choses, d'entreprendre des choses, avoir cette idée de vouloir me mettre au service des autres, alors que à cette époque, justement, mes copines qui étaient là dans le quartier, à l'école, avaient d'autres préoccupations. Mais moi, j'étais enfermée, en fait, dans mes bouquins, dans mes idées, et je voyais plus loin. D'ailleurs, Julie, pour la petite histoire, je fuyais les filles qui avaient mon âge. Je recherchais la compagnie des personnes plus âgées. Si bien que jusqu'aujourd'hui, les amis que j'ai eus, les personnes que j'ai fréquentées, sont des personnes qui sont en fait nettement plus âgées que moi. Parce que j'étais à la recherche de quelque chose. Et je pense que il y avait au fond de moi quelque chose que je ne disais pas, mais que je recherchais de manière très secrète, c'est-à-dire m'épanouir. M'épanouir au contact de ceux qui avaient de l'expérience, m'épanouir auprès des personnes qui en savaient plus que moi, qui étaient nées avant moi, etc., etc. Toujours une recherche de connaissances, de savoir. Toujours une recherche permanente de connaissances, comment je peux dire ça, de vouloir faire des choses, de vouloir entreprendre des choses, de vouloir les réussir. Parce que mais c'est une force de caractère, ça. C'est quoi? C'est pas donné à tout le monde de réfléchir comme ça. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais quand on parle de l'identité et qu'on parle de l'estime de soi, je pense que quelque part, les traits de caractère ont beaucoup de choses à voir là-dedans. Hein? Alors, vous avez dit que vous avez entendu les amis des parents dire. Oui. Donc, quelque part, par rapport à cette identité, le fait d'avoir entendu des choses positives sur vous, vous ont aidé. Alors, c'est une grande question qu'on a d'ailleurs abordée pendant la rencontre entre elles. Ce qu'on dit, très difficile de pouvoir assumer les préjugés, de pouvoir assumer les méchancetés, les insultes, etc., pour pouvoir assumer son identité. Mais ça, c'est le poids, justement, le poids de l'entourage, le poids de l'environnement, l'influence du milieu. Un enfant qui grandit dans un milieu peu favorable aura du mal, justement, à affirmer son caractère, à affirmer sa volonté, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir penser
à pouvoir se projeter, vous voyez. Mais moi, je pense que j'ai eu, comme tu as dit tout à l'heure, je suis béni de Dieu parce que je suis né dans une famille où ces valeurs-là étaient entretenues, diffusées, inculquées. J'ai eu des parents qui étaient des personnes formidables. Aujourd'hui, je m'amuse toujours quand je fais mon devoir de transmettre l'histoire de la famille, de parler de mon père et de ma mère, qui étaient des personnes extraordinaires. Parce que ma mère, elle n'avait jamais fait l'école. Mais alors, elle entreprenait de ces choses. Wow. À l'époque, avant, nous, on mangeait la salade verte. À l'époque, la salade verte. Et elle la nettoyait à l'eau permanganatée. Wow. Et ça ne se trouvait pas, ça ne se voyait pas dans les autres parcelles environnantes. Mon père était quand même fonctionnaire. Hein? Avant de prendre sa retraite, il a travaillé à la mairie centrale de Brazzaville où il était en charge de la gestion des finances municipales. Donc nous étions des enfants de fonctionnaires, donc avec un certain privilège social, parce qu'on vivait dans une maison en dur, avec de l'électricité, de l'eau courante. Mais il y avait l'éducation. Il y avait cette éducation de base. Il y avait l'éducation de base. Alors aujourd'hui, vous êtes, vous l'avez dit, une mère, vous êtes une grand-mère, vous êtes une arrière-grand-mère. Il y a des parents qui nous regardent, on a affaire quand même à un fameux décrochage parental. Oui. Les parents les enfants qui sont laissés pour compte, oui. Et donc forcément s'ils sont laissés pour compte, eh bien il y a un problème d'identité, une oui. crise identitaire oui. et un problème d'estime de soi. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette question de responsabilité des parents? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et par rapport à la transmission dont vous avez parlé tout à l'heure, transmettre les valeurs. Mais transmettre un savoir, transmettre des valeurs, non seulement c'est un don, mais c'est une véritable compétence. Et c'est un devoir pour les parents de l'assumer auprès des enfants. Pourquoi, selon vous, il y a un décrochage? Mais il y a un décrochage justement quand il y a l'influence du milieu. Hein, il y a toute cette influence-là, que ce soit au sein de la famille, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses. Hein, au sein d'une famille, tout n'est pas blanc, hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc il y a toujours des contre-influences, des rébellions hein, qui peuvent se manifester, des résistances qui peuvent se manifester. Mais il y a aussi le poids du milieu, hein, l'influence du milieu. Et maintenant, avec les médias, vous savez, à la maison, les parents peuvent mettre ce qu'on appelle le contrôle parental. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Moi, je n'ai jamais eu besoin de le mettre. Parce que, justement, de par l'éducation que j'ai reçue, je pense que j'ai perpétué donc, ces acquis. Et aujourd'hui, je dors sur mes deux oreilles parce que mes filles, dans leur foyer, avec leurs enfants, ils appliquent exactement ce que moi j'ai pu leur transmettre. Un mot aux parents, s'il vous plaît, qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ça? Alors, chers parents, aujourd'hui, nous n'avons plus tellement la possibilité d'éduquer nos enfants comme nous l'entendons, comme nous le voulons, comme cela était possible à notre époque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées en parallèle dans nos vies et qui ont une nette influence sur notre volonté et sur nos possibilités. Alors, soyons attentifs, soyons vigilants pour que nous puissions quand même imposer notre point de vue parental tout en sachant que les enfants doivent être considérés comme des entités intégrale dont il faut tenir compte. Donc, prenez le temps de vous asseoir avec les enfants, prenez le temps de choisir des thèmes de discussion, débattez en famille. Vous pouvez regarder un film en famille et ensuite organiser un débat autour de ce film-là. Mais c'est au niveau du choix
justement. Et agir fermement peut-être aussi, avec autorité. Absolument, parce que maintenant, on a mis des téléphones SOS, enfants battus, SOS parce que vous avez donné une fessée à votre enfant. L'enfant a la possibilité, avec les petits portables là que nous-mêmes, nous leur achetons, d'appeler le commissariat pour dire « Maman m'a donné une fessée ». Et dans les 5 minutes qui suivent, il y a la police qui débarque à la maison pour venir prendre maman et l'emmener au commissariat. À notre époque, c'était impossible de voir ce genre de choses. Mais aujourd'hui, même la société met en place des dispositifs justement pour contre les parents, je dirais. Hein? Alors, donc là aussi, il y a les pouvoirs publics qui ont une responsabilité dans l'éducation actuelle de nos enfants. Alors, pouvoir public justement, activités sociopolitiques, donc on va évoluer un peu. Voilà. C'est vrai que le témoignage est long, mais on va en arriver quand même à votre entrée dans la carrière politique, parce qu'il y en a une en tout cas sociopolitique. Donc déjà, vous quittez le Congo, vous débarquez en France et vous vous retrouvez femme noire à l'époque dans le milieu sociopolitique auprès du maire, carrément. Mais, vous faites comment? Vous faites comment? Mais Julie, tu sais, là tu as vraiment pris le plus grand raccourci que je n'ai jamais, vu, que je n'ai jamais emprunté, parce que on était à l'école normale, à l'école des infirmières, et boum, on arrive à la politique, mais la politique c'est vers le tard. Au Congo, je n'aurais jamais pu faire la politique parce que je suis une fille obéissante, dans la mesure où mon père, connaissant mon caractère, m'avait dit « Maman », parce qu'il m'appelait toujours maman, je porte le nom de sa mère, « Maman, jamais, jamais je ne veux te voir faire la politique au Congo parce que avec la bouche que tu as, tu ne vivras pas longtemps. » Et j'ai écouté mon père. Je n'ai jamais fait partie des associations politiques de mon pays d'origine, mais mon parcours m'a emmené en fait petit à petit, progressivement, à me retrouver en politique, mais sur une terre étrangère, sur ma terre d'adoption. Et quand vous avez su que vous vouliez faire la politique, c'était quand ? Ce n'était pas une volonté manifeste de vouloir faire la politique. Justement, c'est ce que je voudrais expliquer. En fait, mon parcours, quand je parle de mon parcours, là, je vais sur le plan social. Je vais quand même le dire. J'ai vécu en France avec mon mari parce qu'il était diplomate. Bon, des enfants sont nés ici. Voilà, donc j'ai connu la France à travers mon alliance matrimoniale. Voilà. Et c'est un pays que j'ai beaucoup apprécié. C'était dans les années 70. Waouh! Je suis arrivée. Oui. Je suis arrivée en France, j'avais 22 ans. Wow. Donc toute jeune. Et voilà, j'ai découvert la France. C'était la première fois que je sortais de mon pays. Donc ça a été une expérience en même temps difficile et en même temps agréable parce que bon voilà, comme tout changement. Hein. Et par la suite, nous sommes repartis au Congo, mais nous avons beaucoup voyagé de par le métier de l'activité professionnelle de mon mari à l'époque. Mais comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il est arrivé que mon ménage s'est cassé les dents. Donc je me suis retrouvée en fait divorcée avec 6 filles sur les bras. Et là, j'ai dit, Monique, arrête-toi, regarde devant toi, réfléchis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, parce que là, on peut, à ce moment-là, vraiment tomber en crise identitaire. Exactement. Et perdre tous ses repères. Parce que ce n'est pas un hasard, hein, si j'ai fait 6 enfants avec le même papa, c'est que c'est un choix que j'avais fait, un choix de vie. C'était l'homme de ma vie, c'est avec celui-là que je voulais passer ma vie et la terminer. Mais les circonstances. Voilà, les circonstances ont fait que on n'ait pas réussi ce challenge. Donc je me suis retrouvée avec 6 enfants sur les bras et là, il a fallu réfléchir. Hein, parce que l'heure n'était plus à la blague. Hein. Et comme nous étions des notables sur la place de Brazzaville,
notre histoire était devenue l'histoire de tout le monde. Donc je me suis retrouvée très mal à l'aise. Moi qui avais toujours la tête haute, toujours un peu imbu de ma personne quand même, parce que j'avais tellement confiance en moi que je pensais que je pouvais avoir raison sur tout. J'ai certainement péché, parce que la vie m'a appris, m'a donné des leçons pour me montrer que on ne se suffit pas à soi-même. On a besoin des autres, on a besoin de la société, on a besoin de vivre des épreuves pour pouvoir se remettre en cause et redresser la barque. Donc bien faire la part des choses, entre l'estime de soi et l'autosuffisance et l'orgueil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, exactement. on peut nuancer justement la différence entre une personne qui est orgueilleuse, suffisante, et une personne qui est justement qui a l'estime d'elle-même. Voilà. Mais moi je pense que si on n'a pas affaire à des personnes intelligentes, vu comment je me positionne même aujourd'hui, les gens de peu d'intelligence, qu'ils m'en excusent, peuvent penser que je suis orgueilleuse. Mais en réalité, je ne le suis point. Parce que les coups de la vie vous ont fait... Voilà. J'ai reçu tellement de coups, de part et d'autre. Hein. Je suis fissurée de partout, hein, Julie. J'ai reçu tellement de coups. J'y ai tellement fait face. J'ai tellement cherché des solutions avec ma propre énergie, ma propre force, qu'aujourd'hui, dire que je suis orgueilleuse, ça serait vraiment faire fausse route. Il n'y a que Dieu qui peut tout finalement. Voilà. Et finalement... Donc vous vous retrouvez avec vos filles et il faut décider. Il faut décider. Et ma décision... Vite et bien. Vite et bien, parce que je me suis dit, la question fondamentale que je me suis posée, Julie, c'était, j'ai raté ma vie de couple. Ma famille est brisée. Enfin, mon couple est brisé, mais mes filles sont là. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je relève la tête à travers l'éducation que je vais donner à mes filles. Et le choix était clair, il fallait que je sorte du Congo. Donc, je me suis battue pour sortir de manière la plus légale possible de mon pays. J'avais un poste à haute responsabilité là-bas, à l'université, au rectorat. Wow. Mais j'ai dû prendre la décision de partir pour le bien de mes filles, pour sauvegarder l'avenir de mes filles. Et j'avais une mère malade qui était couchée depuis des années et dont je m'occupais depuis l'âge de 16 ans. Vous vous rendez compte? Donc ça a été un choix cornélien, je dirais cornélien. Mais je me suis dit priorité à mes filles, parce que si moi j'ai raté l'objectif que je m'étais fixé en me mariant, en fondant une famille, il ne faut pas que je rate l'éducation de mes enfants. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France avec mes 6 filles. Et vous êtes arrivée, donc vous avez débarqué avec 6 filles. J'ai débarqué, je les ai fait venir par petits lots. Comme elles étaient 6, elles sont venues 2 par 2. Hein? Parce que bon, voilà, on arrive dans un pays étranger, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va chuter et tout ça. Et finalement, je les ai réunies toutes les 6, et la fois où toutes les 6 étaient là, je les ai fait asseoir en arc de cercle, je les ai comptées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par ordre d'arrivée. J'ai recompté, elles étaient bien là, toutes les 6. Et j'ai dit, Seigneur, merci, maintenant, on peut former une équipe et redémarrer une nouvelle vie. Incroyable. Incroyable. Oui. Alors, de là, donc là, je dis bien, donc on part du Congo, et puis on arrive à un moment donné à la mairie. Expliquez-nous, parce que c'est voilà. Et la mairie est arrivée comment? Mais justement, à travers mes filles. Parce que quand les filles sont arrivées, on a fait un contrat pour celles qui étaient un peu plus conscientes, parce que la plus jeune n'avait que 3 ans. À l'époque, elle n'avait que 3 ans. Et quand on s'est séparés avec mon mari, la dernière n'avait que 3 mois. Et l'aînée avait à peine 15 ans. Voilà. Donc, quand je me suis retrouvée avec mes filles, j'ai dit aux plus grandes, écoutez, vous voyez, hein, il n'y a pas d'homme à la maison. On est là, 7 nanas. Donc, il faut qu'on se serre les coudes. On va faire avec ce qu'on a. On ne va pas chercher de midi à 14 h. Et je compte sur vous pour que vous puissiez vous prendre en main
Je suis la maman, certes, j'ai un devoir à remplir, mais vous devez apporter quelque chose à ce que nous voulons édifier là ensemble. Et je pense que les filles ont bien respecté le contrat. Donc, à ce moment-là, vous ne vous dites pas je suis noire, je suis femme, on est en France, un milieu très fermé, vous vous dites je dois y arriver. Jamais je n'ai pensé à ma condition de noire, de femme, plutôt de femme. Mais noire, ça ne m'a jamais dérangé dans un pays de blancs. Jamais au grand jamais. C'est pas un prétexte. Il y a des gens qui nous regardent parce qu'on est en train de parler d'identité. Oui. Le fait d'être noir ne doit pas être une excuse ou un prétexte. Mais pas du tout. Pas du tout. Ceux qui se réfugient derrière le fait que voilà, je ne réussis pas si parce que je suis noire, je ne peux pas faire cela parce que je suis noire, ben alors là, franchement, ils tapent à côté. Ils tapent à côté parce que tout être humain possède le même potentiel. L'essentiel, c'est de savoir comment le développer, comment le cultiver. C'est pas la couleur de la peau qui joue sur la réussite ou sur la volonté ou sur la motivation à entreprendre des choses. Ça, c'est un faux prétexte. Alors, quand je te disais que la mairie, c'est par rapport à mes filles, mais une fois que j'avais les filles à la maison, moi, je devais les suivre de A à Z. Donc, je me suis mise dans les associations des parents d'élèves. Wow. J'ai été élue déléguée de parents. Wow. J'ai été dans les associations qui se créaient dans ma cité. Bon, au niveau de l'église, parce que je suis chrétienne, là aussi, c'était un milieu où, voilà, où je suis très, très investie, depuis toujours d'ailleurs. Et là également, ben, j'ai pris aussi ma place. Et petit à petit, comme je suis dans une petite ville, parce que je n'ai jamais changé de ville, hein. Depuis 89, quand mes filles sont arrivées, je suis restée dans la même ville. Et le fait que je sois au four et au moulin, les gens m'ont connue. Ils m'appelaient la maman des filles. Parce qu'en plus, mes filles ont l'avantage d'être très grandes. Je crois que la plus grande a 1,95 m. Et la plus petite à 1,70 m. Alors, Monique, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une véritable, d'une réussite en termes d'intégration ou une réussite en termes d'affirmation? Moi, je ne parlerai pas d'intégration, dans la mesure où, depuis toujours, j'ai fait partie d'une société, que ce soit dans la société originelle du Congo-Brazzaville et particulièrement de Brazzaville, la capitale, que ce soit ici, enfin ici nous sommes en Belgique, mais quand je dis ici, je pense à la France. Moi, je ne parlerai pas en termes d'intégration. D'ailleurs, c'est un terme que je trouve assez impropre. Par contre, je pense que c'est plutôt une question d'affirmation de soi. Parce que, au départ, un individu doit savoir s'identifier. Et comment s'identifier? C'est d'abord commencer par s'aimer soi-même. Quand tu t'aimes, quand tu te regardes dans le miroir, que tu dis, eh bien, toi que je vois dans le miroir, je t'aime. Or, ce qui est dans le miroir, c'est le reflet de toi. Tu dis, je t'aime. Tous les matins, quand je me brosse les dents, je t'aime. C'est important, on en sourit, mais c'est important. Je souris à l'image que je vois dans le miroir. Donc, le matin, quand je me lève, c'est là où je vois la température de la journée. Si je ne souris pas, je dois chercher pourquoi je ne souris pas, cette image que je vois dans le miroir. Très important. Ah, c'est une astuce, hein? Donc, mais quand je me regarde, je souris, je dis, ah, je t'aime. Donc, pour développer l'estime de soi. Absolument. Ou récupérer une estime de soi, se sourire à soi-même tous les matins. Il faut se sourire tous les matins. Si vous constatez que vous êtes crispé, vous avez un rictus, posez-vous la question. Dès que vous avez fini de vous brosser les dents, au moment de prendre votre petit déjeuner, essayez de réfléchir pourquoi vous n'êtes pas capable de sourire à vous-même. Et donc, cette estime de vous-même, cette affirmation de votre identité a fait en sorte qu'en fait, vous avez bâti une renommée dans la ville. Mais absolument. Donc, la maman des filles, la maman des filles, elle était connue. Je vais facilement vers les gens. J'aime discuter. Je me préoccupe
de ce qui se passe autour de moi. Je parle énormément, ça tu pourras le constater. Et voilà, je vais vers les autres, mais de la manière la plus naturelle qui soit. Simple possible. Et donc, vous avez réussi quelque part à vous imposer dans un milieu très fermé. Aujourd'hui, vous arrivez à Épinay-sous-Sénart, la ville où je vis depuis donc la première fois, parce qu'en fait, je suis reparti à Épinay en 1989, parce qu'en 1974, quand je suis arrivée pour la première fois en France avec mon mari et mes 2 filles, parce qu'à l'époque, je n'avais que 2 enfants, c'était à Épinay-sous-Sénart. Wow, ouais. Et donc, c'est vraiment à titre symbolique que j'ai voulu élever, éduquer mes filles dans cette ville dans laquelle j'avais foulé, j'avais mis mes pas pour la première fois lorsque je suis arrivée en France, vous voyez. Et donc, vous vous êtes retrouvé donc adjoint du maire. Voilà. Côté éducation, chargé de l'éducation. Exactement. À ce moment-là, vous constatez quoi et qu'est-ce que vous avez le plus déploré par rapport à ce que vous avez vu en termes justement d'éducation et qui justement par rapport à la question identitaire et l'estime de soi-même font que ça crée des failles dans le système. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ça? Bon, je répondrai à cette question donc en dernier. Mais je voulais quand même préciser que au niveau d'Épinay-sous-Sénart où j'ai été élu, lorsque il s'est agi de préparer une liste électorale pour se présenter au municipal en 2008, la personne qui était tête de liste a pensé à moi parce qu'en fait, depuis que la ville existe, c'était la première candidate, c'est une dame, Christine Selmori, c'était la première candidate qui avait pensé à diversifier les origines des membres de son équipe. Et elle avait besoin de quelques femmes, dont une avec ma couleur là. Hein? Ma couleur, comme disent les enfants, je suis noirte. Voilà. Elle avait besoin de ça. Donc on lui a dit, ben, il y a Monique. Ah oui. On se connaissait déjà parce qu'on militait dans le même parti. Donc elle m'a fait appel. Et on a battu campagne pour gagner ces élections haut les mains, parce qu'on a fait quand même près de 54% de suffrage. Et ne voilà-t-il pas que c'est au dernier moment, c'est-à-dire la veille de l'investiture, que Madame le maire m'a appelé dans son bureau pour m'annoncer qu'elle avait décidé de me nommer maire adjoint à l'enfance, l'éducation et la petite enfance. Donc, Julie, je ne sais pas si tu imagines, je devais commencer à m'occuper des crèches, donc les tout petits, les bébés, à qui on met encore les couches, à qui on donne des biberons, en passant par l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée. Je l'ai regardé, je suis restée sans voix. Parce vous que qui vouliez être au service, ben là c'était fameux. Hein? Je me suis dit, mais mince alors, mais par où je vais commencer cette énorme tâche? Mais d'où me vient ce surcroît de confiance de la part de cette dame qui a déjà une expérience politique derrière elle? Je l'ai regardée, je ne parlais pas. Elle m'a dit, non Monique, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui vas occuper ces fonctions. Et comme à chaque fois qu'on me fait confiance, alors, ma chérie, je me plie en 1000 parce que je n'ai pas le droit de décevoir la personne qui m'a fait confiance. Et alors, à ce moment-là, vous rajoutez de manière un peu imprévue, on va bientôt terminer l'émission, mais il faut qu'on aborde cela. Oui. Vous ajoutez de manière un peu imprévue un arc, enfin une flèche à votre arc. Une flèche à mon arc, oui. Parce que finalement, tout ce stress causé des responsabilités vous fait rentrer un jour chez vous et vous dire, pour pouvoir souffler un peu, il faut que je prouve quelque chose. Et c'est pas. Eh bien voilà. Donc, et de là, parce que cette tâche-là, elle était tellement lourde, elle était tellement prenante. Et la dernière partie de ta question tout à l'heure, c'est que j'ai reçu énormément de familles. Beaucoup de familles
en détresse, dans le désarroi, à cause des difficultés rencontrées par les enfants, des lettres qui arrivaient à tout bout de champ. J'avais des permanences pour pouvoir les recevoir. Il y en a qui se sont même permis de venir chez moi à la maison. Waouh. Hein? Mais heureusement, j'avais quand même mis un peu le haut là, parce que sinon, je n'aurais plus d'espace privé. Et la politique, en fait, est arrivée et j'ai accepté cette tâche parce que j'avais fini d'élever mes enfants. Hein? On avait commencé à me solliciter depuis longtemps, mais je déclinais les offres parce que j'avais tellement de responsabilités au sein de ma propre famille, avec les objectifs qu'on s'était fixés avec les filles, que je me disais, si j'accepte d'autres responsabilités extérieures, je vais encore rater quelque chose d'important. Et moi, comment je vais me sourire régulièrement dans le miroir si je rate encore cette noble tâche d'élever ces filles au rang de mère, d'épouse et de professionnelle. Donc j'ai toujours décliné, mais une fois que toutes les filles étaient parties de la maison en 2008, j'étais déjà grand-mère, je n'avais plus personne à la maison, et bien à ce moment-là, je me suis sentie libre de me mettre au service de mes concitoyens et d'exercer ces fonctions avec brio, parce que jusqu'à aujourd'hui, je recueille les retombées positives de mon passage à la mairie d'Épinay-sous-Sénart. Et ça ne s'est pas arrêté là, Julie, parce que j'étais suppléante du conseiller général du canton, donc avec 7 communes, le canton qui réunit 7 communes, et mon titulaire a été nommé député à l'Assemblée, donc automatiquement, la titulaire que j'étais a pris les fonctions de conseillère générale. Une grande dame, quoi. Waouh. Mais bien sûr que je suis une grande dame. Et finalement, quand même, vous avez quand même décidé de prendre votre retraite à un moment donné. Ah oui, oui. Dire maintenant je me repose. Oui, oui, oui. Et puis là, maintenant, vous peignez. Voilà, voilà. Vous peignez très bien. On va voir quelques images. Donc ça, ce sont vos peintures. Alors, avant de pouvoir vous donner le mot de la fin, parce que l'émission est déjà malheureusement terminée, quelques mots par rapport à ce que vous peignez, parce que c'est magnifique, beaucoup de femmes, des paysages, des couleurs. Oui. Alors, vous avez commencé, rappelez-nous un peu, enfin dites-nous très rapidement voilà, comment ça a commencé, très rapidement. Et parlez-nous un peu de, de ce don également que vous avez reçu de la peinture. Alors, ma chère Julie, donc, je suis devenue maire adjointe en 2008 et cette charge-là pesait sur mes épaules. Bon, elles sont quand même assez frêles, mais un peu solides quand même, parce que j'ai tenu le coup pendant 6 ans. Hein, pendant 6 ans, j'ai été maire adjoint. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais lorsque je rentrais à la maison, après par exemple un conseil municipal qui commençait à 20h30 et qui se terminait à 4h du matin, je peux t'assurer qu'on a besoin de souffler. Voilà. Et donc, comme ça, par hasard, je suis allée faire des courses et mes pas m'ont emmené ou m'ont entraîné dans le rayon d'art créatif. Et je me suis dit, bon, comme ça, par curiosité, tiens, je vais m'acheter une toile, des pinceaux et puis une plaquette de peinture acrylique. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à faire des esquisses et tout. Et la première nuit, j'ai peint de 22h à 3h du matin. Incroyable. Et le lendemain, je devais aller travailler parce que, en plus de mon travail politique, j'avais gardé mon travail professionnel, c'est-à-dire m'occuper de 180 personnes handicapées dans un CAT, Centre d'aide par le travail. J'ai travaillé avec les handicapés adultes, âgés de 18 jusqu'à la retraite. Tu vois? Donc, c'était quand même une charge. Et donc, la peinture est arrivée comme ça, comme un ballon d'oxygène pour me donner un nouveau souffle. Je pouvais inspirer. Mais après, j'expirais quand même. Hein? Je n'oubliais pas d'expirer. Et donc, voilà comment je suis arrivée à la peinture. Et ça représente quoi aujourd'hui, mon sujet de prédilection dans ce que je fais, c'est la femme. La femme. La femme, la mère et l'enfant. On continue à parler d'identité. Toujours. On continue à parler d'estime de cette femme que vous estimez. Voilà. Et parce que la femme, c'est le berceau de l'humanité. C'est la bâtisseuse de la société. C'est dans la femme que je me retrouve. Je ne sais pas peindre un homme.
Je ne sais pas. Wow, Non, ok. je ne sais pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Mais par contre, la femme, je la peins sous toutes ses les formes. facettes. C'est magnifique. Toutes les facettes. Et les gens qui me connaissent un peu, parce que c'est difficile de connaître quelqu'un intégralement, mais pour ceux qui me connaissent un peu, pour ceux qui connaissent quelques pans de ma vie personnelle et intime, quand ils voient mes peintures, parce que je fais des expositions, ils me reconnaissent à travers certains tableaux. Alors, vous voyez quelques images, vous avez vu quelques images donc, de ces peintures. Elles sont disponibles. Il y en a des très très belles, comme vous avez pu le voir. Elles sont disponibles. Vous voyez les coordonnées de Monique Ntinou s'afficher sur votre écran. S'il vous plaît, soutenez-la Oui, j'ai besoin. dans ce qu'elle fait. Vous verrez en la contactant que les prix sont vraiment très démocratique. Soutenez-la avec ses belles peintures et au lieu de mettre des peintures de XY, mettez les siennes parce qu'elles sont vraiment bien et en termes de solidarité féminine, achetons les peintures de Monique et mettons-les. Alors, Merci beaucoup, malheureusement Julie. pour cette fois-ci, c'est déjà terminé. Oui. Le mot de la fin. Par rapport à tout ça, quand vous êtes aujourd'hui à 67 ans, je le dis parce que ça ne se voit pas du tout, Oh, merci. avec les filles, les petits-enfants et Les arrière-petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui nous regarde par rapport à notre thème qui a été l'identité et l'estime de soi? Comment se connaître? Comment arriver à affirmer son identité et comment s'estimer soi-même, s'il vous plaît, en conclusion. Voilà, alors la conclusion peut être assez complexe et un peu difficile à donner parce que le thème est tellement vaste, l'expérience est tellement riche que voilà, en une émission, on n'a pas pu aborder tous les aspects, mais je pense qu'il y aura des émissions bis. Bien sûr. Mais voilà, le seul conseil que je peux donner, c'est surtout aux mamans. La maman, elle doit être vraiment le giron dans lequel chacun vient puiser sa substance pour pouvoir aller affronter les affres de l'extérieur. La maman, le giron, la grosse marmite, c'est la maman. Le foyer, c'est la maman. Un foyer sans maman n'est pas un foyer. Donc les mamans, s'il vous plaît, tenez compte de l'avenir de vos enfants. Faites des efforts pour être des modèles. Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle, j'ai lutté. J'avais aussi ma vie de femme. Mais il y avait des moments où il fallait consentir des sacrifices parce qu'il y avait des objectifs à atteindre. Donc, consentez les sacrifices. Ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas vains, parce qu'au bout du chemin, vous allez avoir de ces récompenses, comme aujourd'hui, je suis une femme épanouie grâce à mes filles, grâce aux enfants qu'ils ont eus, qu'ils m'ont donnés comme petits-enfants, et aujourd'hui, c'est ma ressource principale. Donc, tenez bon, soyez fermes, soyez des modèles, puisez dans tout ce que vous pouvez pour être à la hauteur, parce que l'avenir du monde appartient à la femme. L'homme est là pour nous prêter main forte, mais la femme a plusieurs casquettes, et ces casquettes-là, franchement, il faut savoir les porter. Que ce soit à l'envers, que ce soit à l'endroit, que ce soit sur le côté, il faut savoir les poser sur sa tête pour pouvoir faire face au devoir qui nous attend au niveau de l'humanité. Merci beaucoup. Waouh, c'est formidable. En tout cas, moi, je suis requinquée, reboostée. Merci beaucoup, Oui, merci infiniment pour cette remercie. merveilleuse émission. Je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission témoignage aussi pour parler un peu de ce parcours difficile, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, etc., votre foi, etc. En tout cas, merci beaucoup, bonne continuation. N'oubliez pas de contacter Monique pour les toiles qui sont magnifiques et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, de m'avoir accordé la parole et merci à toutes les femmes et à tout le public qui va nous écouter parce que nous avons beaucoup de choses à donner. Et aux hommes aussi. Oui, bien sûr.
Voilà, notre émission est terminée, donc de vous à moi. À très bientôt. Merci à la technique à www, comme j'aime à l'appeler, Pellicule Vision. Contactez sur le réseau Facebook et autres Pellicule Vision pour vos clips, vos images, vos vidéos, vos photos. Il est à votre disposition, même pour pouvoir prendre des cours. Voilà, moi je retiens aujourd'hui qu'il faut qu'on se réveille tous les matins, qu'on puisse se regarder dans le miroir et sourire. Et ça va nous aider. Donc, voilà. Estime de soi, c'est tout simplement la volonté de croire qu'on n'est pas venu de nulle part, que c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Et donc, comme c'est Dieu qui nous a créés, il ne fait pas d'erreur. Et donc, nous ne sommes pas n'importe qui. À très bientôt et que le meilleur reste à venir. Amen. Bye bye. Merci.